Le massacre de Volhynie est une tragédie qui a laissé une trace profonde et douloureuse dans la mémoire collective des Ukrainiens et des Polonais. En parcourant ces pages, il convient de commencer par comprendre toute la complexité du contexte historique qui a précédé ces événements tragiques et d'étudier en détail les différents aspects du conflit, sans répéter ce qui a déjà été dit, mais en développant logiquement le sujet. Contexte historique et situation politique. Dans les années 1930, la Volhynie faisait partie de la Deuxième République des deux nations, un État multinational complexe. La diversité des cultures, des langues, des religions et des communautés nationales créait un paysage social multicouche dans lequel Ukrainiens, Polonais et Juifs vivaient côte à côte, mais souvent dans des conditions d'inégalité et de conflit. La majorité ukrainienne de la population rurale s'opposait à la petite noblesse polonaise et aux autorités qui contrôlaient la propriété foncière, l'administration et l'éducation. L'une des figures clés de la région à l'époque était Vasil Kuk, un commandant éminent de l'armée insurrectionnelle ukrainienne qui dirigeait les opérations de l'UPA en Volhynie. Son nom est associé à l'organisation et à l'exécution de missions militaires qui ont déterminé le cours des événements. Il estimait que la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine exigeait des actions décisives, où l'idée ethnique était le moteur. Cette approche a trouvé ses défenseurs et ses détracteurs. Du côté polonais, Władysław Andrzejewski, officier de l'armée nationale, chargé de la défense des villages polonais en Volhynie, jouissait d'une attention et d'un respect particulier. Il a joué un rôle important dans l'organisation de la lutte partisane et a tenté de coordonner la protection de la population civile. Tensions sociales et escalade du conflit. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, les tensions sociales et nationales en Volhynie ont commencé à s'intensifier. La population ukrainienne, déçue par la politique polonaise de l'entre-deux-guerres et par l'occupation, soutenait de plus en plus activement les idées de libération nationale. L'organisation des nationalistes ukrainiens et sa branche militaire, l'UPA, sont devenues une force influente qui, étape par étape, a libéré des territoires. L'armée nationale polonaise, bien qu'affaiblie par la guerre, a tenté de maintenir son contrôle et de défendre les droits de la population polonaise qui se trouvait en danger. La situation s'est détériorée dans les zones rurales, où certaines communautés ont été victimes d'attaques, d'incendies criminels et de meurtres. Dès les premiers mois de 1943, l'UPA a lancé des actions systématiques contre les villages polonais. On sait que des embuscades et des attaques ont été organisées dans de nombreux villages, entraînant des pertes importantes parmi les civils polonais. Dans de nombreux cas, cela s'est accompagné d'un retrait des populations polonaises ou de leur exode massif. Le début d'une violence à grande échelle. À partir de juillet 1943, le conflit s'est intensifié. Les localités polonaises les plus connues, telles que Porytsk, Kortelyzy et Sagrin, ont subi des attaques brutales qui ont fait de nombreuses victimes. Des vies ont été brisées, des enfants, des femmes et des personnes âgées ont été brutalement exécutés et les villages ont été presque entièrement détruits. Roman Shukevich, commandant de l'UPA et figure importante du mouvement national ukrainien, a joué un rôle particulier dans ces événements. Il considérait ces tactiques comme nécessaires pour renforcer la position des Ukrainiens dans la région. Ces actions sont considérées, d'une part, comme une lutte pour la libération, mais d'autre part, elles sont critiquées comme une implication dans des purges ethniques. La partie polonaise, quant à elle, a organisé des unités de partisans qui ont riposté par des actions réciproques, touchant souvent les villages et les citoyens ukrainiens. Témoignages et histoires personnelles. Les témoignages des témoins oculaires et des familles des victimes constituent l'une des sources les plus convaincantes sur cette tragédie. Par exemple, Maria Kowal, du village de Porytsk, a raconté comment sa famille avait perdu tous ses proches lors des attaques. Elle se souvenait de chaque moment d'horreur qui l'avait forcée à fuir sa maison natale. D'autre part, Ivan Petrenko, un paysan ukrainien d'un village voisin, se souvenait comment sa famille se cachait des attaques des partisans polonais qui considéraient tous les Ukrainiens comme des ennemis. Ces histoires personnelles nous aident à comprendre l'ampleur réelle de la tragédie au-delà des chiffres bruts. Au cours de l'automne 1943, la violence dans la région de Volhynie s'est intensifiée, compliquant la vie des populations polonaises et ukrainiennes. Les raids systématiques des groupes clandestins ont entraîné la destruction de villages, des pertes parmi la population civile et des déplacements massifs. L'une des figures clés de la résistance polonaise était Kazimierz Sturski, commandant des détachements partisans locaux qui organisaient la défense des villages polonais et coordonnaient les contre-attaques contre les positions de l'UPA. Ces tactiques de combat, souvent brutales, reflétaient les réalités de la guerre et de la lutte pour la survie.
Du côté ukrainien, il y avait Dmytro Kryachki, connu sous le nom de Klim Savur, l'un des principaux stratèges de l'UPA, qui planifiait et dirigeait les opérations militaires en Volhynie. Son nom est associé à l'organisation coordonnée des forces clandestines et à la conduite d'attaques visant à libérer les terres ukrainiennes de l'influence polonaise. Les attaques mutuelles ont conduit à une escalade du conflit interethnique, difficile à contrôler. De nombreux villages, tant polonais qu'ukrainiens, sont devenus des champs de bataille où ont été victimes d'actes de vengeance. Les civils ont perdu leurs maisons, leurs biens, et pire encore, leurs familles. Dans ses mémoires, le professeur polonais Józef Zalewski décrit la peur et le désespoir dans lesquels se trouvaient les habitants pacifiques. Nous ne savions pas à qui faire confiance. Chaque jour était une lutte pour la survie. Je n'oublierai jamais les cris et les pleurs de mes voisins. Ces histoires sont devenues la douleur commune des deux peuples. D'autre part, le chef spirituel des Ukrainiens, le père Mikhail Orek, appelait à la modération et à l'humanité, condamnant la violence qui éclatait tout autour. Ces sermons sur la paix et les valeurs communes étaient souvent ignorés par les radicaux des deux camps. Il est tout aussi important de comprendre le rôle des facteurs externes. L'administration d'occupation allemande a généralement regardé avec indifférence les conflits entre Ukrainiens et Polonais, notamment en raison de ses propres plans et priorités dans la région. Cette position a en fait contribué à l'escalade de la violence. L'absence d'une institution internationale ou régionale efficace, capable d'intervenir et de mettre fin au conflit, a laissé la population locale seule face à la tragédie. Parmi les questions qui préoccupent encore les chercheurs, on peut se demander s'il aurait été possible d'arrêter ce cycle sanglant de vengeance. Y avait-il une chance réelle d'instaurer un dialogue plutôt que la guerre? L'une des méthodes d'analyse scientifique des événements consiste à comparer les témoignages documentaires avec les récits oraux et les archives conservées. Cela permet de dresser un tableau plus complet et de comprendre comment les facteurs sociaux, politiques et culturels ont influencé les actions de certains groupes. L'un des aspects les plus tragiques du massacre de Volhynie n'était pas seulement la mort massive de la population civile, mais aussi les changements démographiques qu'il a entraînés. Avec le début des affrontements sanglants, une vague de déplacements forcés de population a commencé. Les familles polonaises, fuyant la violence, ont quitté leur foyer et ont quitté la Volhynie pour s'installer dans d'autres régions de Pologne, tandis que les Ukrainiens ont subi des pertes similaires dans le contexte de répression mutuelle. Cette migration massive témoigne non seulement de l'horreur de cette époque, mais a également eu des conséquences durables sur la composition ethnique de la région dans les années d'après-guerre. De nombreux villages, autrefois multinationaux, ont perdu leur diversité, devenant de fait monoethniques. Parmi les personnalités polonaises qui se sont activement engagées dans la défense des intérêts nationaux et l'aide humanitaire aux victimes, il y avait Kazimierz Solek, officier et homme public qui a organisé une série d'initiatives humanitaires pour les réfugiés survivants. Son action a eu un impact significatif sur l'amélioration des conditions de vie des migrants en Pologne. Du côté ukrainien, Stepan Bandra, théoricien et symbole du nationalisme ukrainien, dont l'idéologie a influencé une partie des commandants insurgés qui ont participé aux événements en Volhynie, mérite une attention particulière. Bien que Bandra n'ait pas participé directement aux événements dans la région, sa vision et sa doctrine ont stimulé l'activité des forces nationalistes. Il est important de noter que les événements de Volhynie ont été interprétés différemment selon les perspectives nationales, politiques et historiques. En Pologne, ils sont considérés comme l'un des actes de génocide les plus horribles, tandis qu'en Ukraine, les historiens soulignent la complexité du contexte et la nécessité d'évaluer les événements en tenant compte de la lutte générale pour l'indépendance. Ce conflit a été compliqué par des facteurs géopolitiques externes, notamment les intérêts de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Les régimes d'occupation non seulement ne sont pas intervenus dans les conflits internes entre Ukrainiens et Polonais, mais les ont souvent manipulés à leur avantage, alimentant la haine et la division. La peur, l'exil et la ruine ont remplacé la vie quotidienne paisible. De nombreuses familles ont perdu la possibilité de rentrer chez elles, et la diversité culturelle de la Volhynie a subi un coup dur. Une grande partie de la population polonaise n'est pas revenue sur ses anciennes terres après la guerre, ce qui a entraîné de nouveaux changements dans le paysage démographique. Ces changements ont été reflétés dans les œuvres d'écrivains polonais et ukrainiens qui ont décrit la cruauté, la douleur et les pertes de cette époque. Des essais littéraires, des romans artistiques et des publications documentaires ont tenté de préserver la mémoire et de transmettre la vérité aux générations suivantes. Les sections suivantes analyseront certaines opérations militaires,
l'organisation de la vie des réfugiés, la participation d'autres groupes ethniques vivant en Volhynie, ainsi que l'impact de la tragédie de Volhynie sur les relations ukraino-polonaises actuelles, en mettant particulièrement l'accent sur la réconciliation et la mémoire commune. Ce document devrait aider à mieux comprendre pourquoi l'histoire de la Volhynie est souvent perçue comme un tournant à partir duquel commencent les défis et les possibilités de dialogue actuels. Dans la suite de cet article, nous dévoilerons le destin de certaines personnes responsables des événements et de celles qui ont tenté de contenir les vagues de violence afin de sauver des vies. Commençons par les figures clés qui ont joué un rôle important dans les événements de la tragédie de Volhynie, afin de mieux comprendre les motivations et les actions des différentes parties. Roman Shukiewicz, commandant de l'UPA. Roman Shukiewicz, connu sous le pseudonyme de Taras Shupranka, a dirigé l'armée insurrectionnelle ukrainienne pendant la guerre. Il était considéré comme l'un des principaux organisateurs de la libération par la force des terres ukrainiennes de l'influence polonaise. Shukiewicz prônait la création d'un État ukrainien à tout prix, ce qui a conduit à des actions radicales et parfois sanglantes. C'était un leader charismatique qui a réussi à unir différents groupes nationalistes ukrainiens. Cependant, les historiens évaluent de manière critique certaines des opérations qu'il a autorisées, rappelant la contribution significative de l'UPA au massacre de Volhynie. Kazimierz Solek, organisateur polonais de la défense. Du côté polonais, Kazimierz Solek, officier de l'armée nationale qui commandait les formations partisanes en Volhynie, a joué un rôle important dans la protection de la population civile. Solek a organisé la défense des villages polonais, coordonnant la lutte contre l'UPA. Ces activités ont été reconnues à plusieurs reprises par le gouvernement polonais et ont également fait l'objet de recherches historiques. Solek et ses subordonnés ont tenté de contenir les vagues de violence qui ont déferlé sur la région, mais les conditions difficiles de la guerre et l'inégalité des forces ont considérablement compliqué cette tâche. Ampleur et chronologie des opérations. Au cours de l'été et de l'automne 1943, plusieurs opérations offensives importantes de l'UPA ont eu lieu, parmi lesquelles les plus connues sont celles menées contre des centres régionaux tels que Porytsk et Sagrin. Elles ont été accompagnées de meurtres à grande échelle et de violences contre la population civile. En réponse, l'armée nationale polonaise a organisé des contre-offensives et des raids contre les villages ukrainiens, qui ont également fait de nombreuses victimes. La chronologie de ces événements témoigne du caractère systématique et planifié des actions des deux parties, ce qui exclut toute contingence ou spontanéité. Témoignages d'ICE. Les récits des témoins et des participants aux événements, qui ont préservé la dimension humaine de la tragédie, sont particulièrement précieux. En particulier, les souvenirs de Maria Koval, qui a perdu toute sa famille lors de l'attaque de son village, traduisent toute la profondeur de la perte et de la douleur. Dans le même temps, Ivan Petrenko, un Ukrainien d'un village voisin, se souvient de la peur et du désespoir qui régnaient parmi les Ukrainiens à cause des attaques des partisans polonais. Ces histoires personnelles nous permettent de repenser l'ampleur de la tragédie et de la considérer non seulement comme une statistique, mais aussi comme le destin de personnes vivantes. Contexte extérieur et influence des régimes d'occupation. Il est important de comprendre que la tragédie de Volhynie s'est déroulée dans le contexte de l'occupation nazie et des actions des partisans soviétiques qui ont également compliqué la situation. Les occupants ont souvent recouru à une politique de division et de domination, sans intervenir dans les conflits entre les groupes locaux, ce qui a conduit à une escalade de la violence. Conséquences de la tragédie pour la région de Volhynie. Les morts massives et les déplacements forcés ont entraîné des changements démographiques importants. Les villages polonais ont disparu, les communautés ukrainiennes ont perdu des habitants et la diversité culturelle de la région en a souffert. Ces événements ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective des deux peuples et ont fait l'objet de débats historiques approfondis. La tragédie de Volhynie a laissé derrière elle non seulement de nombreuses victimes, mais aussi de profonds changements sociaux et politiques qui se sont déroulés dans l'après-guerre. Transformation démographique de l'après-guerre. En raison de l'ampleur des massacres et des déplacements de population, la composition ethnique de la Volhynie s'est considérablement transformée. Une partie de la population polonaise restée après la guerre a été déplacée vers les frontières de la Pologne nouvellement créée, et les terres libérées ont été peuplées par des Ukrainiens et des migrants d'autres régions, ce qui a entraîné des changements importants dans le paysage culturel. Le régime soviétique a activement soutenu cette politique démographique en essayant de créer un espace social et politique plus homogène. Ce processus s'est accompagné non seulement de mesures organisationnelles, mais aussi de méthodes coercitives, déportation, répression et assimilation forcée.
Contexte politique et réaction internationale. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale n'a guère prêté attention aux détails des événements en Volhynie. L'Union soviétique et la Pologne, en tant que membres du nouveau système géopolitique, ne souhaitaient pas divulguer ces questions, préférant les récits officiels et les accords politiques. Les chercheurs des années suivantes ont souligné que l'absence d'enquête publique et de reconnaissance de la tragédie dans l'après-guerre avait compliqué davantage le processus de réconciliation et d'apaisement. Mémoire et réconciliation dans la seconde moitié du XXe siècle. Plus tard, en particulier à la fin du XXe siècle, une initiative visant à honorer la mémoire des victimes de la tragédie de Volhynie a commencé à prendre forme. Des historiens, des personnalités publiques et des politiciens ukrainiens et polonais ont entamé un dialogue visant à rechercher une vérité historique commune. De nombreuses commémorations ont été organisées, des musées ont été créés, des documents et des témoignages d'eyewitness ont été publiés. La rencontre entre les dirigeants des deux nations, qui ont publiquement exprimé leur sympathie et appelé à la compréhension mutuelle, a constitué un événement important. L'influence de la tragédie de Volhynie sur les relations ukraino-polonaises actuelles. Malgré un passé difficile, l'Ukraine et la Pologne considèrent aujourd'hui la tragédie de Volhynie comme un deuil historique commun et une leçon importante. Les deux pays s'efforcent d'éviter les conflits à l'avenir, soutiennent les échanges culturels et les initiatives politiques de réconciliation. L'apparition de nouveaux mémoriaux, l'organisation de conférences scientifiques communes et de programmes éducatifs témoignent de la volonté d'apaiser les tensions du passé. Des histoires personnelles qui témoignent de la tragédie. L'un des sujets les plus sensibles est le sort des familles qui ont été touchées par la tragédie. Le témoignage de Maria Kowal, qui a perdu des proches, montre à quel point le traumatisme a été profond pour les gens. Dans le même temps, les récits de paysans ukrainiens, comme Ivan Petrenko, permettent de voir l'autre côté, l'horreur et la vulnérabilité de ceux qui ont été victimes de contre-attaques et de représailles. Ces voix humaines contribuent à révéler une réalité complexe qui se perd généralement dans les chiffres et les documents officiels. L'aspect culturel de la mémoire. Outre les mesures politiques et sociales, la culture, la littérature, l'art, la création populaire jouent un rôle important dans la préservation de la mémoire. Les auteurs polonais et ukrainiens ont recréé leur version des événements, transmettant les émotions et l'atmosphère de l'époque. Cela permet de transmettre la tragédie aux nouvelles générations, d'éduquer à la tolérance et à la compréhension mutuelle. Conclusion et leçon. La tragédie de Volhynie est une leçon qui nous enseigne l'importance du dialogue et de la recherche commune de la vérité. Le souvenir de cette tragédie doit devenir le fondement de la paix et de la compréhension entre les peuples. L'histoire de la Volhynie est complexe et ambiguë. Malgré la douleur et les pertes, elle peut servir de pont vers les générations futures afin qu'aucune tragédie d'une telle ampleur ne se reproduise.